Allez, premier temps d'échange maintenant, un petit peu plus nombreux sur cette scène autour de la créativité dans les messages publicitaires dans le sport. On va s'éloigner un tout petit peu des Jeux Olympiques pour parler de sport un peu plus en général. Je vais vous demander d'accueillir Jordan Rabut, Cathy Brem, Jacques Benloulou et Virginie Sainte-Rose. Saluer pour nous Clément Simaro qui était prévu sur cette table ronde et qui est papa depuis quelques heures et qu'on a donc libéré, que Jordan remplace. Vous lui transmettrez toutes nos félicitations. Jordan, je débute avec vous. Vous êtes directeur des stratégies de l'agence de publicité La Fourmi, agence dédiée au sport, bien connue dans le monde du sport, au sein du groupe The Fan Syndicate, partenaire du colloque d'ailleurs. Dites-nous s'il y a une différence entre la création publicitaire, je dirais dans n'importe quel domaine, et celle précisément qui nous rassemble aujourd'hui dans le domaine du sport. Bonjour à tous. Il y a alors, la créativité, on va dire, de base dans une ère de la surinformation et de la sursollicitation des consommateurs, elle est nécessaire parce que quand on est exposé à des milliers de messages à un moment donné, si on veut marquer un peu et prendre une part de la mémoire de nos consommateurs, il faut qu'on ose des choses, mais je dirais que dans le sport, on est peut-être un peu plus attendu. On a des consommateurs qui sont plus exigeants. On a l'habitude de dire à l'agence qu'un grand divertissement, ça demande de la grande publicité. C'est assez basique, c'est assez simple, mais ça se vérifie. Donc voilà, on va dire que à un moment où il y a un pic d'attention, où on est encore sur le sport, ça reste une des rares dernières grandes messes populaires où on va dire un pays, une nation, voire le monde entier sur certains événements est rassemblé. Je pense qu'on doit se mettre au niveau de l'événement et donc voilà, il y a une exigence, je dirais, supérieure. Pour rebondir sur ce que disaient Vincent et Émilie tout à l'heure, on parle beaucoup de performance dans le sport. Là, on doit aller au-delà de ça, hein, on ne doit pas s'arrêter au simple résultat. Disons que le résultat, les gens le voient, puisqu'ils regardent un match, une compétition. Donc quoi qu'il arrive, la performance est là. Nous, je pense que c'est la couche de storytelling, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière la performance, où ça nous amène, d'où elle vient, quels sont les moteurs, et puis voilà, après sur des tonalités qui peuvent être différentes, mais une marque, elle a besoin de rajouter cette couche de storytelling pour s'approprier une partie de cette performance que les athlètes réalisent d'eux-mêmes. Donc voilà, c'est ce qu'on essaie de trouver, cette espèce de couche de storytelling qui va faire qu'une marque va récupérer un tout petit peu de cette performance. Alors justement, on va prendre un exemple. Quand on parle de storytelling, on va parler de Puma avec son égérie Neymar. Qu'est-ce qu'on raconte dans ce genre de publicité-là? C'était particulier parce que Neymar, tout le monde le connaît, tout le monde a un avis sur lui, qu'il soit positif ou négatif. Je pense que c'est un des sportifs qui est peut-être le plus clivant. Donc on pouvait pas simplement dire, voilà, c'était une paire qui était particulière. On pouvait pas simplement dire cette paire est hyper technique, elle est faite pour les dribbleurs. Vous voyez un dribbleur porter la même paire, on voulait essayer de sortir une vérité et un regard sur cette performance. Et toute l'idée est partie en fait d'une observation qu'on a eue. On s'est rendu compte en regardant sur YouTube que Neymar était le seul joueur au monde qui avait des compilations d'humiliation sur YouTube. Donc voilà, il y a des vidéos de 15 minutes où à chaque fois on le voit juste humilier des gens par le dribble. Et là nous est venue l'idée de se dire, en fait, ce qu'il fait, c'est pas seulement dribbler, c'est qu'il rend les gens fous. Et c'est pour ça qu'on l'aime ou qu'on le déteste. Il y a une connotation pas hyper positive dans l'humiliation quand même, hein. Quand on parle de football et de dribble, quand on s'adresse à une cible jeune, c'est vrai que ça fait partie du spectacle. C'est ce qu'on attend quand on regarde un match de Neymar. On attend qu'à un moment donné, il soit pas juste dans l'efficacité, mais qu'il y ait quelque chose qui se passe, quelque chose d'émotionnel. Et on s'est dit que cette promesse va pas simplement les dribbler, mais rend les fous tellement tu les dribbles bien. Voilà, il y avait un souffle, il y avait une histoire à raconter, et il y avait une capacité pour les jeunes consommateurs à se projeter là-dedans, en fait. Un mot du lien. Tout à l'heure, on parlait de ce que les athlètes peuvent apporter aux marques et réciproquement. Quel est le lien, le rapport qu'entretiennent les athlètes avec leur marque et puis derrière avec vous? On est dans une ère sportive où on est sur de l'hyper-individualisation. Globalement, on est passé d'une époque où on suivait avant tout des équipes, des sports, des fédérations, et les athlètes étaient au second plan. On est passé dans une ère où aujourd'hui les gens vont plus suivre des athlètes que des équipes. Les athlètes vont
driver des fanbases pour les équipes. Donc déjà c'est un état de fait. Donc nous en tant qu'agence et quand les marques aussi prennent des athlètes, déjà on est obligé de partir de ce principe-là, c'est qu'aujourd'hui c'est eux qui drivent le plus d'audience et surtout qui retirent l'attention, et surtout nous ça nous offre des possibilités de storytelling en plus. C'est-à-dire que la vérité d'une équipe, elle peut prendre différentes formes en fonction des différents athlètes, et pour une marque, bah voilà, on va dire ces nuances, cette subtilité, ce background, ça permet d'avoir plus de finesse, et aussi de s'adresser à ce qu'on appelle, on commence à appeler de manière générale dans le milieu des fandoms. C'est, on va dire, des communautés, des cœurs de communautés beaucoup plus engagés autour d'athlètes, beaucoup plus actifs, qui vont avoir un rôle à jouer en fait dans la manière dont l'athlète est perçu, dans la manière dont il se vend. Ils vont avoir un rôle de créateur, ils vont être beaucoup plus attentifs aux détails, et surtout ils vont avoir un rôle de promotion de cet athlète et de ses valeurs. Et du coup, on prend vraiment ça en compte en se disant quels sont voilà, qu'est-ce qui attend ce fandom, cette communauté de fans hyper engagés, et comment en mettant les bons messages ils vont promouvoir le message de la marque. Comment on les attire. On regarde et on écoute la campagne Fearless, et puis vous nous en dites un mot juste après. Take the ball, pace down the line, dribble past the goalie, then boom! Easy. Neymar Jr. style, you know. Neymar Jr. Neymar never would have just dribbled the goalie and scored. He would have dribbled 2 defenders, and then he would have waited until the very last moment and suddenly stopped. And then out of nowhere, comes in with a back heel that nobody could have expected. Goal. Fearless. Number 1 champion, Saudi Arabia. Sure. Rastafari. What do you mean the size of a football pitch? Yeah, the more people criticize him, the bigger he gets. What about Ralph? 40 meters out, and she doesn't hesitate to strike big. And I'm talking about Rush, man. To the board. Publicité sans le son. Racontez-nous un petit peu ce qu'on veut dire à travers ça et les messages qu'on veut faire passer. Bah c'est la parfaite illustration, je pense, de ce que je disais avant. On échangeait avec Puma pour on va dire définir un message de fond, et qui était ce message de Fearless. Donc voilà, pour incarner un peu cette génération audacieuse. Et ensuite, justement, le rapport aux athlètes, il nous a permis d'aller chercher dans chacun des assets de ce qui est appelé la Puma Femme, donc le team d'athlètes, ce qui rendait chaque athlète fearless, pour donner des raisons de croire justement à tout ce propos. Et ensuite on voulait illustrer justement cette relation de fandom et de relation assez unique en fait qu'entretiennent les fans avec les différents athlètes, surtout les plus jeunes, et la manière dont ils se réapproprient en fait les valeurs de l'athlète, et où inversement, et ça c'est un peu la suite de l'histoire, à un moment donné l'athlète s'inspire aussi de ces communautés, et pour leur donner raison et pour aller plus loin, il y a une espèce de transfert de valeurs qui s'opère entre le fan et c'est un petit peu l'exemple de Messi tout à l'heure dont on nous parlait. Exactement. Qui va tirer dans la lucarne comme le font les enfants et les jeunes dans ces quartiers. Merci Jordan, je vous redonne la parole tout à l'heure. On va écouter Cathy Brem pour la partie France Télévisions. Vous êtes directrice de l'innovation à France Télévisions, sport, terrain propice évidemment pour les innovations également. On parle beaucoup d'immersion grâce à la réalité virtuelle, la réalité augmentée, technologies qui sont assez présentes dans les programmes télé aujourd'hui. Que permet justement cette innovation quand on parle de sport? Bonjour à tous. Donc effectivement, nous on fait le même métier, on raconte des histoires. Donc nous à France Télévisions, on crée déjà des contenus très forts. On n'a pas forcément besoin d'une technologie extraordinaire pour être immergé dans un contenu. En revanche, dans les nouvelles technologies, ce qui nous permet, par exemple l'immersion, ce qui nous permet la réalité virtuelle, c'est de rassembler des gens là où on ne peut pas les rassembler même dans la vraie vie. On peut se retrouver, par exemple, dans un endroit, dans un décor de France Télévisions, on peut se retrouver ici, dans ce magnifique endroit qui n'est pas forcément accessible à tout le monde. Et donc, on peut vraiment créer des expériences en interaction avec les gens. Et je vous propose peut-être d'écouter les premières réactions à une des expériences qu'on a proposées en vidéo. Virtuel de stade de... Ah, j'adore.
Bon, je vois On voit le grand écran. le grand écran derrière, là. Et nous accueillons Kevin Mayer. Bonjour Kevin. Bonjour à tous. Et ça, c'est incroyable, hein. C'est On se bluffant. croit vraiment dans le siège de France TV. Avec Théo Curin. Salut Théo. Salut, ça va? Ouais, très bien. Alors, Bah franchement, c'est assez fou, hein. tu peux te mettre en face de moi Ouais, je vais me mettre là. pour qu'on fasse une interview vérité. Monsieur le Président, François Hollande, bonjour. Bonjour. Président. Merci de nous rejoindre. Vous le voyez, nous avons reconstitué ce hall alors que nous sommes à la Maison de la Radio, dans la vie réelle. D'abord, la première impression, est-ce que c'est votre première visite dans un monde virtuel, un espace immersif? Non, je suis déjà allé dans des mondes comparables, mais c'est la première fois avec France Télévisions, donc je suis très heureux. Donc effectivement, juste pour rebondir là-dessus, donc on a réutilisé un studio, comme vous avez dit, qu'on a déjà utilisé pour la télévision de toute façon, donc on n'est pas obligé de recréer tous les décors. Mais surtout, ce qui est vraiment nouveau, c'est qu'on a des journalistes qui interagissent avec des personnes et donc aussi avec des personnes dans ces univers, dans des endroits, dans des situations qu'on ne peut pas avoir dans la vraie vie, puisqu'on ne peut pas faire venir tous les publics sur nos plateaux ou à France Télévisions. Il y a un vrai intérêt à développer autant ces nouvelles technologies qui sont, même si on réutilise des plateaux, des investissements forts pour le groupe. En fait, on ne fait pas que développer ces technologies parce que nous, on est une télévision de service public, donc on maintient à la fois le Web 0 avec notre télévision analogique, le Web 1 avec notre plateforme France 21, les réseaux sociaux avec le Web 2 et donc maintenant le Web 3, on les teste, ces technologies. L'intérêt dans ces technologies, c'est surtout que aujourd'hui, les jeunes générations passent un quart de leur temps sur les plateformes de jeux. Donc on parle pas des choses comme le pseudo-métavers d'un Mark Zuckerberg, mais on parle vraiment de plateformes de jeux où ils peuvent être en immersion, on l'a entendu tout à l'heure, où ils peuvent être en co-création, et là c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup pour raconter nos histoires beaucoup plus en échange avec nos publics. On voit les exemples de Roland-Garros, ça a bien marché récemment, toutes ces expériences? Ça marche à chaque fois très bien et en plus Roland-Garros nous accueille chaque année volontairement pour ajouter justement cette petite couche d'innovation et de vision de ce qu'on pourrait faire peut-être dans l'avenir et comment on peut rendre accessible au plus grand nombre cet événement extraordinaire. Donc on a parlé par exemple de faire une expérience dans Roblox peut-être l'année prochaine. Merci beaucoup. Jacques Benloulou, vous êtes directeur sponsoring et partenariat d'Intermarché, partenaire officiel de la Fédération française de football, de la Ligue nationale de rugby, sponsor d'une équipe de vélo. Vous êtes assez attentif au Tour de France en ce moment, avec notamment deux Français, Lilian Calmet, Jeanne Adrien Petit. Quand on est une marque comme Intermarché, qui au départ résonne pas forcément avec le sport, pourquoi y venir et pourquoi s'intéresser à ces sports-là? Bonjour, merci. Justement, quand on n'est pas forcément attendu sur un territoire, il peut être intéressant d'y venir. On le sait tous, le sport est un superbe support de communication pour développer l'image d'une marque. C'est ce qu'on a fait depuis 2018. Donc c'est une histoire récente dans l'univers du sponsoring sportif à travers les 3 contrats que vous venez de décrire. Et ça nous permet de communiquer différemment. On a la spécificité d'être dans la grande distribution, on a 2000 magasins en France, on a un maillage territorial hyper développé, un magasin tous les 17 km, donc le sport nous permet d'écrire des histoires au niveau national et au niveau local, d'entrer vraiment dans la profondeur des territoires. À travers ces 3 contrats de sponsoring là, c'est assez facile à faire et on écrit des histoires géniales tout au long des saisons. 2018, on entre avant ou après la 2e étoile de l'équipe de France de foot? Le lendemain. Voilà, donc c'était une belle histoire, c'était un beau pari qu'a pris et dès le lendemain, voilà, on a pu profiter dans l'ensemble de notre parc de magasins de la mise en avant de cette 2e étoile. Donc on a eu des assets incroyables pour écrire une belle histoire autour du football. Alors le foot, c'est l'équipe de France, mais c'est aussi le foot amateur. Vous parlez de territoire et d'aller infuser un petit peu tout autour du pays. Le foot amateur et le foot féminin aussi, sur lequel vous êtes pas mal impliqués. Là aussi, c'est bon, j'allais dire, c'est un peu la tendance du moment, mais vous y êtes arrivé peut-être un petit peu plus tôt. Alors en effet, on y est arrivé un petit peu plus tôt, il y a maintenant un peu plus de 2 ans. Pour une raison très simple, hein, c'est que nos clients sont des clientes majoritairement. Alors c'est un peu un cliché de dire ça, que
mesdames font les courses et pas les hommes, mais c'est la réalité du terrain. Et donc s'adresser aux femmes, aux filles, aux jeunes filles à travers le sport et à travers notamment le football nous semblait être un superbe levier. On le fait à travers les grandes compétitions, donc Coupe du Monde féminine, Euro féminine, et aussi à travers le programme qu'on a créé en partenariat avec la FFF, qui s'appelle le Prix Sensationnel. Je jette un œil à Bruno qui peut intervenir à tout moment. C'est le moment? Oui, je peux, justement sur Intermarché, parce qu'il y a quand même... Bruno. Bonjour Jacques. Justement, il y a quand même une dualité au niveau de la communication d'Intermarché. D'un côté, quand même, alors il y a cette communication sport qui permet peut-être d'être beaucoup plus créatif et fun par rapport à cette communication produit que l'on voit également. C'est exactement ça. Il y a deux canaux. On se doit, pour développer le business et l'entretenir, communiquer sur les promos du moment, sur les produits, sur les offres, etc. C'est hyper important parce qu'on sait que en ces temps difficiles financièrement pour l'ensemble des foyers, un prix c'est un prix et ça peut faire la différence entre le matin aller chez Intermarché ou une autre enseigne. Et puis le sponsoring sportif permet d'écrire d'autres histoires, de s'évader un peu plus, d'être un peu plus dans la créativité, l'originalité, à travers toutes ces grandes compétitions qu'on connaît, le Tour de France en ce moment, la Coupe du Monde féminine qui arrive dans quelques jours, ou le Top 14 et le championnat de Pro D2. On s'en sert beaucoup de cette Coupe du Monde féminine à l'autre bout du monde, sur une période estivale pas simple pour communiquer? Alors c'est une très bonne question, merci de me l'avoir posée, parce que nous on traite à même niveau une Coupe du Monde masculine comme celle qui s'est déroulée au Qatar au mois de décembre, avec la Coupe du Monde féminine qui se tient en Nouvelle-Zélande dans quelques jours. Les dispositifs sont exactement les mêmes. Donc déjà on est très fiers, c'est un véritable argument de communication en externe, mais aussi en interne, au niveau de la marque employeur, c'est des vrais arguments et on est très fiers de le faire et on espère que ça donnera des idées à beaucoup d'autres sponsors ou marques qui soutiennent le sport en général. Virginie Sainte-Rose, merci beaucoup d'être avec nous. Vous représentez Decathlon. Aujourd'hui, on revient dans une marque de sport. Et chez Decathlon, on sait être créatif et ce depuis longtemps. C'est un peu la marque de fabrique de Decathlon. Bonjour à toutes et à tous. Oui, c'est la marque de fabrique. Simplement, nous, des fois, la créativité ou l'innovation, on la met d'abord dans nos produits. En tout cas, la marque aura 50 ans en 26. Et elle a connu plusieurs évolutions, et notamment en termes de communication et de créativité, il y a eu plusieurs vagues, mais c'est vrai que ce qui avait été inauguré par le fondateur Michel Leclerc, c'est surtout d'innover dans les produits, et que les produits, la marque en fait est la fille du produit. C'est-à-dire que par les produits, on va raconter une histoire et les gens vont venir et découvrir, enfin voilà, se faire une idée. Et c'est vrai que l'innovation, vous connaissez un peu les best-sellers ou les innovations qu'on retrouve, que ce soit l'attente 2 secondes, que ce soit là le vélo cargo qui est beaucoup plus dans la mobilité douce aujourd'hui. Donc ce sont des terrains qu'on va investiguer et on va répondre en fait à l'usager sportif, à ses besoins. Et donc voilà, c'est là où c'est important. Et en même temps, toujours aussi avec une accessibilité prix, qui est de dire aussi, on va faire de l'innovation, on va réfléchir à nos produits jusqu'à aussi qu'on arrive à ce qu'ils restent accessibles. C'est-à-dire qu'on va travailler les matériaux, le composant, l'innovation et l'usage, et en même temps le fait que ça reste un produit accessible. Donc ça, c'est très important de pouvoir diffuser le sport à travers cette accessibilité. Simplement, Virginie, si on revient au vélo cargo, l'idée c'est pas de faire des campagnes massives, c'est de raconter l'histoire de cet objet lié à votre marque et d'en parler plus côté média que côté pub finalement. Oui, là on en parlera plus tard, mais c'est en train de changer un petit peu, mais c'est vrai que c'est notre produit qui raconte, c'est notre produit, et comme c'est une innovation, il éveille la curiosité. C'est-à-dire qu'on a aussi non seulement du bouche à oreille, parce que les gens s'en parlent les uns les autres. C'est aussi pour ça qu'on est aussi implanté, que finalement l'entreprise se porte très bien, parce que les gens, ça répond à un usage, ils s'en parlent les uns les autres. C'est vrai qu'aussi on a une attention média sur nos innovations. À chaque fois, les journalistes en parlent. Et plus justement,
c'est pas des renvois d'ascenseur, c'est de dire qu'il y a une innovation, elle répond à un usage, et donc ça les intéresse en tant que même service, et de parler aux gens en disant vous avez la possibilité de répondre à tel ou tel usage à travers ce produit, et c'est ce qu'on fait. Donc ça, c'est le premier point. Et après, mais je pense qu'on en parlera plus tard, il y a un petit glissement. Il y a eu aussi une période, si on parle mais ça tout le monde connaît ce slogan à fond la forme. Il y a eu une période aussi où on est allé un peu plus au-devant et raconter un peu plus l'entreprise. C'est le moment du travail avec Jacques Séguéla à fond la forme. Oui, c'était assez marrant cette époque, puisque c'était avec le directeur de la communication de l'époque qui est resté très longtemps et qui est quelqu'un de formidable, qui est Benoît Poitza, et il a rencontré Jacques Séguéla. Decathlon se développait gentiment, mais aujourd'hui on est présent dans 70 pays, ce n'était pas encore le cas à l'époque. Et Jacques Séguéla a plutôt, je dirais, parié sur l'avenir, n'a pas demandé des émoluments et s'est dit je vais d'abord les conseiller, plus ou moins, de façon assez libre et gratuitement, et puis en disant je prendrai mes dividendes plus tard quand ça va se développer grâce à cette collaboration. Et c'est comme ça qu'on a travaillé avec lui. Vous savez qu'il a pas mal d'imagination pour ce type de choses. Et c'est vrai que ça a été un slogan qui a beaucoup fonctionné et qui n'existe plus tellement aujourd'hui, mais on nous en parle encore. Donc, quand on se présente. En tout cas, c'est toujours un slogan. Si on demande dans la salle, si je vous dis à fond la forme, je pense que Decathlon sort assez vite. Ça fait partie de ces slogans qui nous ont marqués et qui ont marqué des générations, j'imagine. Jordan, je vous redonne la parole. On parle de Decathlon, on a parlé de Puma tout à l'heure, marque de sport, mais vous travaillez aussi avec des marques qui ont, pour le coup, pas grand-chose à voir au départ avec le sport. Est-ce que du coup c'est plus facile avec elle d'être créatif, ou est-ce que là encore vous êtes attendu au tournant? C'est toujours aussi difficile d'être créatif puisqu'il faut se réinventer. Je pense que la différence quand on est une marque qui naît du sport, que ce soit un média, un équipementier ou autre, il a un rôle qui est légitime et une légitimité qui est de facto là. Quand c'est une marque qui n'est pas du sport et qui veut s'investir dans le sport, ce rôle faut le créer. Donc après, c'est un travail avec le sponsor à faire, et ce rôle, cette légitimité, elle peut venir à la fois d'un rôle fonctionnel, d'un rôle émotionnel, des histoires différentes qu'on va raconter, de ce qu'on peut apporter aux différents fans. Donc on prend un exemple, même si, attention, les supporters du Paris Saint-Germain, on va parler de l'Olympique de Marseille pendant quelques instants, avec cette campagne Uber Eats que vous avez menée. Racontez-nous un peu comment on la raconte et comment on la construit. Uber Eats, c'est très particulier parce que, alors, on parle des fans qu'il faut un peu apprivoiser, c'est-à-dire qu'il faut maîtriser les codes. Quand on parle des fans de Marseille, c'est très particulier parce que, encore une fois, l'OM pour les Marseillais, c'est quelque chose, faut y toucher avec précaution et faut se faire un peu petit au départ pour rentrer. Donc, sur cette campagne, ce qu'on a essayé de faire, encore une fois, l'OM revenait en Ligue des Champions, Uber Eats n'y est pour rien, factuellement. En revanche, ce qu'on a essayé de faire, c'est à un moment donné d'aller capter l'état d'esprit de la ville et la manière dont les supporters appréhendaient en fait ce retour en Ligue des Champions. Avec ça faisait 3 ans, des années un peu compliquées. On sentait qu'ils avaient le couteau entre les dents entre guillemets et assez vite en fait on s'est dit fin d'Europe, assez simple. De toute façon, Uber Eats avait pour vocation à nourrir les fins de l'OM. Donc est-ce que pour une fois on n'allait pas mettre une voix sur leur fin de victoire et cette envie de retourner fort en Ligue des Champions. Et ensuite c'était de l'intelligence tactique, je dirais, de comment on arrivait à jouer sur ce côté éruptif et explosif des fans marseillais où un événement peut déclencher un raz-de-marée. Donc on avait scénarisé ça avec l'arrivée d'un joueur qui glissait un mot, ce mot fin d'Europe, en interview, et on a raconté cette espèce d'effervescence, cet effet boule de neige où des rappeurs reprennent ce mot, en font une musique qui devient un hymne que les supporters se réapproprient, et ça fait 2 millions de vues en 3 jours.
Donc, ce qui est... Et ce genre de campagne, on les teste un peu en interne. Il doit y avoir des supporters un peu de tous les côtés à la Fourmi pour voir si ça prend et si justement on respecte les codes et les règles. On respecte, surtout que bon, il s'avère que moi je suis très fan du PSG, donc c'était un peu particulier. Donc c'est l'avantage, et nous c'est quelque chose auquel on fait attention. C'est un prérequis quand on vient bosser chez la Fourmi, c'est qu'à un moment on doit être fan d'un sport, deux sports, d'une équipe. On en a de toutes les équipes et de tous les sports, donc à un moment on teste. Et voilà, il y a la logique, et à un moment donné, on a toujours le test interne de se dire, voilà, si ça me procure une émotion, si jamais je me projette, et si moi en tant que Parisien, ça m'énerve, je suis jaloux, bon. C'est que du coup ça peut être une bonne idée, il y a un potentiel, et après oui, forcément on teste avec le client, on teste avec le club, on a des relais, et puis voilà, on a une que ça soit le client ou non, on a une courbe d'apprentissage sur les communautés du club et on sait plus ou moins ce qui va. Quand on parle de communautés, notamment dans le football, on a des communautés relativement jeunes. Il y a des choses qui servent à les attirer un petit peu plus, à les intéresser aux campagnes. Oui, forcément. Après, jeune, c'est un grand mot. Je pense qu'il y a plein de typologies de jeunes. Jeune, c'est juste, on va dire, une partie du descriptif et de la cible. Donc nous on essaie de beaucoup plus qualifier, on va jamais se résumer à simplement Gen Z ou jeune, on va définir une sensibilité, un univers culturel, parce qu'il y a autant de jeunes que là, mais après il y a des tendances fortes. Je pense que la première c'est l'aspect visuel. Vous pouvez raconter la plus belle histoire, c'est une génération qui a grandi avec Instagram et Marvel, donc qui est habituée à une forme de craft et de dynamisme dans l'image, qui a une capacité d'attention qui est plus courte. Donc encore une fois, il faut les attraper assez vite, ça c'est le premier point. Le deuxième, c'est alors c'est bizarre de le dire comme ça, mais ce culte de la personnalité, cet amour qu'ils ont pour les individualités qu'il faut prendre en compte, qu'il faut raconter. Ils ont une projection sur une individualité, être fan de tel joueur, de tel influenceur ou de tel musicien, ça dit quelque chose d'eux. Donc faut manipuler ça avec pression, avec attention, il faut s'en servir. Et le dernier point, c'est le sujet des devices et des touchpoints. C'est une génération qui est beaucoup plus éclatée en termes de consommation média. C'est à la fois une force et une faiblesse, et un challenge et une opportunité. C'est le challenge, c'est que pour les toucher, on peut pas se concentrer sur un média, ou alors faut le faire bien. L'opportunité, c'est que le storytelling vient s'enrichir avec l'endroit où on les touche, que ça soit sur un jeu vidéo, sur tel ou tel réseau. Donc voilà, il y a tout ce travail à faire. Je dirais que la jeune génération, elle est... alors là, il y a quelques grandes tendances, mais ensuite, on n'essaie jamais justement de se limiter à... Ouais, on généralise pas trop. Finalement. Voilà, nous, la notion de fandom, elle est vraiment importante, parce que ça permet de définir vraiment cette niche hyper engagée. Cette base de communauté en vraiment un ultra cœur de cible qui, elle, va avoir une force de prescription. On se base beaucoup là-dessus. Et ensuite, en cercle concentrique sur des cibles plus ou moins engagées à partir de ce point de départ. On a beaucoup parlé de football, là, dans toutes en tout cas avec vous et avec Jacques Benoulouz. Je voudrais qu'on parle un petit peu de rugby et de ce que le rugby vous permet en termes de communication, de créativité. Vous faites pas tout à fait les mêmes campagnes quand vous parlez de rugby. Non, pour une raison simple, c'est qu'on est partenaire du Top 14 et de la Pro D2, donc de ces deux championnats qui comptent 30 clubs, qui sont actifs toutes les semaines, du mois d'août au mois de juin. Donc il y a une récurrence qui est permanente, et ça nous permet d'être pratiquement au jour le jour en local avec des actus sportives. Donc ça, c'est un point important. Et la deuxième chose, c'est qu'on se sert aussi des valeurs du rugby. Alors je dis pas qu'il n'y en a pas dans le foot, mais elles sont peut-être différentes ou plus marquées, en utilisant ces valeurs pour mettre en lumière notre enseigne ou ce qui s'y passe. Typiquement, on a pris un garçon qui s'appelle Christian Califano, ancien international de rugby et consultant dans les médias, et on l'emmène dans toutes les villes et tous les clubs de Top 14 Pro D2 où il y a forcément un magasin Intermarché, et où on explique que ces magasins Intermarché travaillent avec des producteurs locaux. Alors, on peut peut-être voir le visuel du 15 des producteurs, ouais, s'il vous plaît, pour qu'on se rende compte de quoi on parle et de la façon dont on utilise celui d'après, dont on utilise là aussi. On parlait on avait besoin d'images, de personnages. Christian Califano en est un pour vous. Il raconte ce qui se passe dans les magasins et comment les magasins collaborent avec des producteurs locaux.
Moi, ça fait 2 ans que je suis dans la grande distrib. Je savais pas que les grandes enseignes de distribution collaboraient avec des producteurs locaux. Donc, on a utilisé le sponsoring sportif et nos droits avec la Ligue de rugby pour écrire cette histoire. Voilà, c'est un programme court de quelques minutes chaque fois. Il y a un épisode diffusé tous les 15 jours et ça explique comment une enseigne travaille avec les producteurs locaux. Donc, c'est un moyen de raconter des histoires un peu différentes à travers le rugby. Il prête juste son image, Christian Califano, ou il va déguster chez les producteurs locaux? Il déguste bien. Ouais. Il déguste bien. Voilà, on peut le voir sur la photo. Je n'en attendais pas moins de C'est pas affiné et au fil des mois, il continue à prendre un peu plus d'épaisseur. Donc, il profite bien, Christian. Voilà. Une petite question de Bruno. Oui, même une question peut-être un petit peu générale, parce qu'il y a un mot que j'ai entendu dans la bouche de Jordan, c'est le mot de fan. Finalement, est-ce qu'il faut, pour travailler quand même et être créatif sur le terrain du sport, est-ce qu'il faut quand même avoir la passion du sport? Est-ce que vous quatre, vous avez quand même une certaine passion du sport pour pouvoir bien appréhender ce terrain sur les différentes activités que vous avez? Bon, Jordan a dit oui. Oui. Et Virginie, je crois aussi. Je crois aussi, oui. Cathy. Moi, j'ai la passion des belles histoires et après, on s'associe avec des gens qui ont la passion du sport. Ah ben moi, je l'ai depuis tout petit. Voilà, j'ai toujours travaillé dans l'univers du sport, donc oui, c'est. Est-ce que c'est indispensable? Je sais pas, mais en tout cas, en ce qui me concerne, c'est une réalité. C'était ma question justement, Virginie Sainte-Rose. Chez Decathlon, pour travailler, c'est indispensable quand même d'avoir la passion du sport. Oui, c'est indispensable et c'est d'ailleurs un des atouts dans nos magasins, puisque et puis quand vous postulez chez Decathlon, vous avez toute une liste de sports à définir, les sports passion, y compris quand on se présente dans une réunion, on dit toujours quel est notre sport passion. Voilà, donc ça fait partie. Et effectivement, il y a un service aussi qui est donné aux clients, puisque quelqu'un qui pratique le tennis, qui aime ça, se retrouvera dans cette entité-là et pourra renseigner les personnes. Donc bon, ça fait partie aussi. Et puis ça donne aussi une entreprise où oui, il y a moins de lunch le midi. Par contre, il y a des séances de sport, assurément. Par contre, on va courir entre midi et 2, évidemment. On a parlé de foot, on a parlé de rugby, un petit mot du vélo avec un sponsoring d'une équipe belge. Alors là aussi, pourquoi une équipe belge et qu'est-ce qu'on en fait? Alors une équipe belge, pour une raison très simple, c'est qu'on a des magasins en Belgique et on en a racheté beaucoup il y a pas très longtemps, donc on utilise le cyclisme pour communiquer. On sait tous que la Belgique est une vraie terre de cyclisme. Donc on a fait ce deal il y a quelques temps. Ça marche plutôt pas mal. Alors c'est une très belle équipe qui évolue en World Tour et qui a des résultats assez bons. Mais ça reste une petite équipe et justement c'est un peu une équipe de ce qu'on appelle de mousquetaires. Alors c'est pour faire le lien avec notre ancien Intermarché, les mousquetaires de la distribution. C'est des gens c'est une équipe qui tente des choses, c'est une équipe audacieuse, c'est une équipe qui se donne les moyens de décrocher la lune. Et là, elle est sur le Tour de France. Alors elle n'a pas encore brillé, elle n'a pas gagné d'étape, mais j'espère que ça va arriver. Et voilà, c'est un moyen très efficace de communiquer en local en Belgique. Et puis en France, on en récupère aussi les fruits, parce qu'on est aussi une terre de cyclisme. Il y a de très belles courses en France, et ça nous permet d'exposer la marque d'une façon originale sur la tenue des cyclistes et autour des courses. Virginie Sainte-Rose, je voudrais revenir sur l'évolution de ce marketing qui était pas très présent parce que l'un des fondateurs n'aimait pas trop ça il y a quelques années et puis on y vient un peu plus. Pourquoi ce changement et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui chez Decathlon? Alors c'est vrai que on faisait un peu tous du marketing et de la com dans notre coin et que c'est pas un gros pan du chiffre d'affaires. Simplement, d'abord, la première chose, c'est qu'on a l'année dernière à l'arrivée d'une nouvelle patronne. Voilà, c'est important. C'est une Barbara Martin Coppola, c'est la première fois qu'il y a quelqu'un de l'extérieur. Ça a toujours été d'habitude des dirigeants qui venaient de Decathlon. C'est une personne, voilà, qui a un background international, digital et marketing, et donc qui en connaît l'importance. Donc ça, et par ailleurs. J'ai beaucoup parlé d'usage tout à l'heure, donc c'est vrai qu'on a cette relation à l'usage et au fait que finalement on va avoir aussi un achat raisonnable.
Et on parlait d'émotion tout à l'heure avec Jordan, et c'est vrai qu'on a envie d'avoir un petit peu plus d'émotion dans l'achat et en tout cas dans le lien qui va même si on est dans plein de classements, que les gens nous aiment plutôt, mais aussi la partie émotionnelle n'est pas toujours voilà, on va peut-être sur le vélo cargo ou pas, je sais pas quelle est la part d'émotion et la part d'usage. Et donc c'est ça qu'on veut développer, et surtout qu'on a plein de belles histoires depuis très longtemps à raconter. On parlait des athlètes, ça fait des années qu'on travaille avec des athlètes pour améliorer nos produits, sauf qu'on faisait des partenariats techniques. Donc on a eu des centaines d'athlètes avec nous, travailler sur les produits et puis ne pas en parler. Donc là, il y a plusieurs choses qui se mettent en place, comme le partenariat olympique, hein, en tout cas avec Paris 2024, dont j'ai la responsabilité. Et là, on s'est dit, en fait, on va faire la même chose, sauf qu'on va en parler. Voilà, tout simplement. Donc c'est donner un peu plus, savoir ouvrir, un petit peu. C'est une entreprise qui ne communique pas énormément, et donc là l'idée c'est de raconter un peu plus d'histoire, de storytelling sur Decathlon, sur qui on est, comment on fonctionne, et ça fait partie du vecteur fort qui est marketing et communication, évidemment. On raconte des histoires d'athlètes, de produits. On a l'impression, Jordan, que le champ des possibles est assez infini quand on parle de sport. C'est vrai? Est-ce que la créativité dans notre domaine a des limites? Elle a les limites qu'on se fixe communément avec le client. Nous, il y a une première limite, c'est le respect des audiences et du sport. Encore une fois, on le dit souvent en interne, mais le sport, il est trop beau pour venir le gâcher avec quelque chose qui est pas juste. Donc ça, c'est la limite de l'audience, mais c'est plus une limite qui vient du bon sens. Et la seconde, c'est les intérêts du client. Au bout d'un moment, il y a des enjeux business. Donc ça, on va dire que c'est les limites qu'on se fixe communément avec notre client, mais ensuite, il y a pas de limite. Et au contraire, on le sait que la compétition c'est un grand publicitaire anglais qui disait la publicité, elle crée le bien immobilier le plus inestimable du monde, c'est une place dans la mémoire des gens. Et tous les moyens sont bons pour y arriver, et la compétition est de plus en plus féroce pour l'acquérir. Donc à un moment donné, la créativité, elle doit être sans limite, si ce n'est celle de la justesse et du bon sens. Et la créativité, je rebondis sur ce qui vient d'être dit, c'est que la créativité, c'est du sens, un message, mais ensuite, nous, ce qu'on fait généralement quand on briefe des créatifs, c'est quelle émotion on va aller déclencher. Ça fait partie du brief, c'est à un moment donné, une fois qu'il y a le message dit, c'est je veux que la personne qui voit cette publicité, elle se sente réconfortée, elle se sente en confiance, elle se sente sous tension, elle se sente emmenée, etc. Et donc, il y a vraiment cet enjeu, parce que l'émotion, c'est ce qui va créer la trace mémorielle, et c'est ce qui va renforcer. Enfin, ça, c'est prouvé par plein d'études, le rire notamment. Il y a une étude qui est sortie assez récemment où on a 72% de mémorisation en plus quand on fait rire. C'est bête, mais au final, voilà, nous, la créativité, elle est au service de l'émotion qu'on veut déclencher. Cette émotion, elle est plurielle. Il n'y a pas que le cool, entre guillemets, dans la créativité. Elle peut prendre plein de formes différentes. On est un peu en train tous de se demander quelle est la dernière pub qui nous a fait rire, et je suis sûre qu'on en trouve quelques-unes, mais en effet, le rire ou les slogans, effectivement, le à fond la forme, on sait qu'il s'associe à Decathlon, et les mousquetaires à Intermarché également. Cathy Brem, des limites à la créativité aussi du côté des chaînes de télé, notamment de France Télévisions? Complètement. Donc on parlait effectivement de place dans la mémoire, mais on parlait déjà de atteindre le public dans les 24 heures de la journée, là où ils sont en fait suscités de tous les côtés. Donc nous, on essaye d'être là où sont les publics. On a nos propres plateformes, bien évidemment. On a les réseaux sociaux. On teste des choses dans les univers immersifs. Il y a des limites forcément dans ces univers. Il y a aujourd'hui encore des limites technologiques, tout simplement, parce qu'ils sont pas accessibles à tout le monde. Tout le monde n'a pas un casque, par exemple, de réalité virtuelle. Donc, et nous, télévision de service public, on va pas du tout demander à nos publics de s'acheter un casque de réalité virtuelle pour accéder à nos contenus. Donc ce que on essaye de faire, nous, c'est d'avoir une cohérence entre les expériences, les histoires qu'on raconte.
rentre sur les antennes classiques, sur les réseaux sociaux, et qu'on décline ensuite dans ces univers pour que tout ceci soit vraiment accessible au plus grand nombre et pour qu'on puisse créer encore une fois cette émotion à laquelle nous sommes tous à la recherche. Et on reparlera notamment des innovations spécifiquement concernant les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 dans le deuxième temps d'échange. Je finirai avec Virginie. Un dernier mot, Jacques Benloulou. Est-ce que le sport vous permet vraiment de faire passer des messages complètement différents et vous autorisez à travers ces 3 partenariats à faire des choses un peu dingues par rapport aux choses classiques? Alors un peu dingue, je sais pas, mais en tout cas, parallèlement à la promotion sur la barquette de saucisses pour le barbecue, qui est comme traditionnel, oui, on fait passer d'autres messages sur le bien manger, puisque voilà, j'en parlais tout à l'heure, les producteurs, c'est la proximité, mais c'est aussi le bien manger. Sur l'environnement, les producteurs avec lesquels on travaille, on les a dans un rayon de 60 km, donc ça veut dire moins d'1 heure de voiture ou de transport. Donc ça permet aussi, en parallèle du sport ou de l'émotion dont on parlait il y a quelques minutes, d'utiliser ces contrats de sponsoring pour parler de plein de choses différentes. Donc on sait le faire, on peut le faire. Virginie Sainte-Rose, Decathlon est donc partenaire des Jeux de Paris 2024, fournira notamment les tenues des 45 000 volontaires. Qu'est-ce que ça change pour vous, votre investissement, votre sponsoring avec des Jeux en France sur notre territoire? En fait, on l'oublie, c'est pour ça que j'ai cité les 70 pays, c'est-à-dire que comme on est en local et qu'on a son Decathlon pas loin, on a l'impression que c'est une entreprise un peu franco-française et c'est une entreprise vraiment internationale. Même si notre partenariat est domestique, les Jeux, c'est quand même l'occasion de briller à un moment où il y aura 13 millions voire maintenant j'ai entendu 15 millions de visiteurs pendant les Jeux. Les volontaires, évidemment, c'est important également, déjà dans le rôle qu'ils jouent, et nous on est très fiers d'être à leur côté, on a la tenue, mais aussi c'est la première fois qu'un équipementier va distribuer. On va aussi distribuer la tenue, donc on s'est mis pas mal de pression. On a 1 million de pièces à distribuer. Et puis aussi la partie, là on voit Audrey Cheméo qui est avec nous et qui a vaillamment remporté son titre de vice-championne du monde récemment. D'être avec ces athlètes qui honnêtement on est je sais pas, avec une trentaine d'athlètes et avec un programme très personnalisé, on les accompagne, on fait de la co-création également avec eux. Et en fait, la co-création, c'est ce qu'on fait tout le temps, c'est juste là, on le donne à voir. Donc, ils sont évidemment ravis, on leur demande ce dont ils ont besoin, on travaille avec eux, on est sur le produit, l'équipement qui va leur permettre de performer au mieux. Donc, on a en fait, nous, notre partenariat, c'est juste, ouvrir un peu le rideau et dire, Decathlon, c'est ça. Vous aimez bien Decathlon, vous le connaissez comme ça, mais voilà, on dit un peu plus sur nous et sur ce qu'on fait, que ce soit... et ce, par l'intermédiaire de vos athlètes, que vous mettez un peu plus en avant désormais. Oui, avec nos athlètes et surtout, on a parfois l'image chez Decathlon de l'accessibilité du prix fait qu'on se dit qu'il y a dans le matériel ou quand on est un pratiquant régulier, on va dire, je vais peut-être aller chercher ailleurs, alors que finalement, il y a des produits vraiment techniquement très performants chez Decathlon, sauf que parfois, il y a juste une perception de prix en disant, j'ai pas mis 150 € dans ma paire de running, j'en ai une à 80, mais en fait, elle est aussi bien que celle de 150, il faut juste qu'on le raconte. Merci beaucoup. Le mot de la fin avec Bruno ? Oui, enfin, c'est juste une petite question. Est-ce qu'il faut obligatoirement être décalé dans une communication quand on parle de sport? C'est peut-être plus Jordan. Non, faut pas être décalé. C'est pas une obligation. Ça peut être une opportunité ou une force, mais c'est pas une obligation. Je pense que l'obligation, encore une fois, c'est de mettre de l'intention, de provoquer une émotion. C'est ce que je racontais avant. Et si le décalage permet de générer l'émotion qu'on cherche, tant mieux. Mais encore une fois, il y a des pubs dont on se rappelle tous, qui sont pas du tout décalés, qui racontent juste une vérité que tout le monde connaît et qui la racontent de manière intensément. Le décalage n'est pas une fin en soi, ça peut être un moyen, ça peut être, mais la fin en soi, c'est l'émotion qu'on veut provoquer. C'est le bon message avec la couche d'émotion, et le reste ensuite,
ça va dépendre de chaque projet, mais non, le décalage peut être voilà, c'est utile, ça peut servir, mais c'est pas une fin en soi, une obligation. C'est un moyen, pas une obligation, effectivement. Merci beaucoup, merci à tous les 4 d'avoir été avec nous, nous avoir parlé de vos campagnes et de vos projets à venir.